Quand mon appartement a brûlé, j'ai écrit, les enfants et moi sommes en sécurité, mais nous n'avons nulle part où aller. Silence. 1 heure plus tard, ma mère et ma sœur ont organisé une fête luxueuse en ignorant mes pleurs. Des semaines après, dormant encore sur le canapé d'une amie, mon téléphone a vibré avec 88 appels manqués et un message de papa, aide. Ce soir, sans hésiter, moi. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant commençons notre histoire ensemble. L'odeur des grains de café fraîchement moulus et du beurre cuit au four, normalement réconfortante, me semblait comme une insulte personnelle. Ça me tordait l'estomac, pas à cause de la faim physique, même si je n'avais presque rien mangé de correct depuis des jours, mais à cause de l'ironie profonde et douloureuse de la situation. J'étais assise au Pendulo, au cœur de Polanco, un de ces temples de verre et de bois où l'élite de la ville payait l'équivalent du budget de ma nourriture pour 2 semaines juste pour une part de gâteau à la carotte bio et le privilège d'être vue. Je me sentais comme une intruse, une pièce cassée dans une vitrine impeccable. Moi, Jimena Moral, à mes 42 ans, veuve depuis 3 ans, je me recroquevillais dans un pull fin couleur moutarde qui sentait vaguement l'adoucissant floral d'une autre personne. C'était des vêtements donnés. Le jean me serrait inconfortablement à la taille, un rappel constant que plus rien dans ma vie ne m'appartenait. Il s'était passé exactement 21 jours, 3 semaines infernales, depuis que mon monde s'était réduit en cendres, et j'étais sur le point d'affronter les architectes de ma misère émotionnelle, ma propre famille. Ma mère Estla et ma sœur aînée Roxana arrivèrent avec 23 minutes de retard. C'était leur habitude d'arriver en retard, une démonstration de pouvoir, une façon de montrer que leur temps valait plus que celui des autres. Elles sont entrées non comme des clientes dans un café, mais comme une flotte navale arrivant au port. Estla, avec ses cheveux blonds platine parfaitement coiffés en un carré impeccable et ses lunettes de soleil de marque posées sur la tête comme un diadème, analysa l'endroit avec un léger geste de dédain avant de claquer des doigts au serveur qui passait. Roxana, enveloppée dans un manteau en cachemire couleur camel que j'avais vu dans le catalogue du Palacio de Hierro et qui coûtait plus que 3 mois de mon ancien loyer, s'assit en face de moi. Elle évita volontairement de croiser mon regard, préférant examiner ses ongles rouges parfaits, fraîchement peints. Mais quel trafic affreux! Vraiment, la ville est impossible. Se plaignit Estla, en s'adressant à l'air, comme si c'était le plus grand problème de sa journée. Roxana acquiesça en sortant son téléphone dernier cri, sa coque brillant de Christo Swarovski. J'ai attendu. J'ai retenu mon souffle en espérant la question obligatoire, un minimum de décence humaine. J'espérais un « Comment tu vas, Jimena ?» À comment vont les enfants? Où vous logez? Avez-vous besoin de quelque chose? Mais le silence s'est étendu, dense et volontaire. C'était un silence qui criait l'indifférence. Un abîme s'ouvrait entre nous et elle ne faisait même pas semblant de le remarquer. Estla commanda enfin un macchiato décaféiné avec du lait d'amande et un filet de vanille sans sucre. Roxana commanda un thé glacé. Moi, je demandais de l'eau. Simplement de l'eau du robinet, si possible, mais ici il ne servait que de l'eau en bouteille importée. Finalement, après que le serveur soit parti, Estla but une gorgée de son eau minérale gazeuse et me regarda pour la première fois. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. C'était le regard d'une directrice évaluant un employé qui avait fait une erreur coûteuse. Bon, Jimena, c'est bien qu'on ait pu trouver un moment pour se voir. Il y a une affaire familiale qu'on doit régler d'urgence. Un frisson me parcourut le dos. Affaire familiale. Cette phrase dans la bouche d'Estla ne signifiait jamais rien de bon pour moi. Ça signifiait toujours que quelqu'un avait besoin d'argent et que j'étais celle qui devait fournir. Roxana leva enfin les yeux de son téléphone, son expression parfaitement neutre. « Maman, laisse-moi lui expliquer », dit-elle avec une voix douce et mielleuse qu'elle utilisait avant de demander une grosse faveur. « Regarde, Jimena, je sais que tu as été occupée », dit-elle en agitant vaguement la main dans l'air, comme si perdre tout dans un incendie était un petit inconvénient, comparable à avoir trop de travail au bureau. Mais une opportunité incroyable est apparue, quelque chose qu'on ne peut pas rater. Une amie à moi, tu te rappelles de Renata Deval? Celle qui s'est mariée avec le pétrolier. Eh bien, elle lance une ligne exclusive de bijoux artisanaux de luxe, des pièces uniques. C'est un investissement sûr, ça va cartonner en Europe, mais j'ai besoin de liquidités maintenant pour entrer comme associée fondatrice. J'ai avalé ma salive. Le goût métallique de la panique commença à monter dans ma gorge. Ce n'était pas possible,
elle ne pouvait pas être aussi cruelle, aussi déconnectée de la réalité. Ou peut-être que si. Je cherche 50 000, lâcha Roxana avec la même facilité que quelqu'un demanderait le sel. C'est pour assurer ma participation et évidemment j'ai pensé à toi en premier. Estla intervint en prenant son ton de matriarche sage et infaillible. Ta sœur a besoin de toi, Jimena. C'est une occasion en or pour qu'elle assure enfin son futur et ait quelque chose à elle au lieu de dépendre toujours de son mari. Et franchement, ma fille, soyons pratiques. Avec l'argent de l'assurance que tu vas recevoir pour l'appartement, c'est ton obligation morale de nous aider. Tu es celle qui a toujours été forte. Tu es celle qui a la tête froide pour les finances. Ne sois pas égoïste maintenant, pas quand la famille a besoin de toi. Je suis resté glacé. Les mots rebondissaient dans mon cerveau sans trouver où atterrir. Égoïste, obligation, assurance. Des mots lancés par des femmes qui ne m'avaient même pas offert un lit de camp pour que mes enfants, Etana et Dante, 17 ans, puissent dormir. Roxana, voyant mon expression d'incrédulité totale, lâcha un petit rire condescendant, un son aigu qui m'a gratté les nerfs. Oh Jimena, s'il te plaît, ne fais pas cette tête de tragédie grecque. Tu es toujours tellement dramatique. L'argent va et vient. La famille, c'est pour toujours. En plus, l'assurance va tout te payer, tu auras sûrement même du surplus. Arrête de te plaindre de ce que tu as perdu et concentre-toi sur ce que tu peux faire pour nous. Dis-nous si on peut compter sur toi ou pas, parce que Renata a besoin de la confirmation aujourd'hui. C'était ça la phrase, le coup final. Arrête d'être si dramatique. Pendant que mes enfants dormaient sur un matelas gonflable qui se dégonflait au milieu de la nuit dans le salon de mon amie Cécilia, pendant que je portais des sous-vêtements achetés au supermarché parce que tout le mien avait brûlé. Dramatique. La rage lente qui bouillonnait sous la surface depuis 3 semaines d'abandon atteignit enfin son point d'ébullition. Je les regardais, ma mère et ma sœur, et pour la première fois de ma vie, je ne vis pas une famille. Je vis 2 étrangères avec des traits familiers, 2 prédatrices qui sentaient la faiblesse. Et dans ce silence lourd, pendant qu'elles attendaient ma capitulation habituelle, ma soumission financière de toujours, je pris une décision qui allait changer non seulement mon futur, mais aussi le leur. Le feu avait brûlé mon passé, mais il venait de forger mon futur. Il y a 3 semaines, le monde sentait le plastique brûlé et les promesses brisées. Il était 2h15 du matin, un mardi. Je me rappelle l'heure précisément parce que je venais de Border Dante pour la 2e fois. Il avait fait un cauchemar avec des araignées géantes qui sortaient de la douche. Je lui ai chanté doucement la berceuse que ma grand-mère me chantait, frottant son dos jusqu'à ce que sa respiration devienne profonde et rythmée de nouveau. Etana, ma fille aînée, dormait profondément dans la chambre à côté, serrant une peluche de loutre presque aussi grande qu'elle. La normalité de ces rituels nocturnes était l'encre de ma vie. J'étais dans le salon assise sur le vieux canapé, mais confortable, avec l'ordinateur portable sur les genoux. La lumière bleutée de l'écran était la seule illumination de la pièce. J'essayais de finir les déclarations fiscales de fin de mois d'un client important. Depuis que mon mari David était mort il y a 3 ans d'une crise cardiaque foudroyante, j'étais la seule à subvenir aux besoins. La comptabilité, même si c'était ennuyeux, payait les factures, l'école privée des enfants et les urgences financières constantes de ma famille. La vie de mère célibataire veuve voulait dire que mes heures de travail s'étendaient jusque tard dans la nuit, me volant des heures de sommeil. D'abord, ce fut une odeur subtile, âcre et chimique. J'ai levé le nez de mon clavier. J'ai pensé que ça venait de la rue, peut-être un vieux camion poubelle qui passait ou quelqu'un qui brûlait des pneus au loin. C'était Mexico. Les odeurs étranges étaient courantes. J'ai ignoré le signal. Puis j'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd tombait à l'étage au-dessus. Soudain, le bip aigu et assourdissant du détecteur de fumée dans le couloir me fit bondir du canapé. Ce n'était pas un avertissement graduel, mais une explosion de son conçu pour percer même le sommeil le plus profond. Un son qui te glace le sang. J'ai couru dans le couloir et posé ma main sur la porte d'entrée. Elle était chaude au toucher. Erreur. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres. Une erreur fatale qui faillit tout nous coûter. Au lieu d'air frais, un mur de fumée noire et dense m'a frappé au visage avec la force d'un coup de poing. Ça m'a repoussé en arrière, brûlant mes sinus et provoquant une toux violente et incontrôlable. Ce n'était pas une fumée légère, mais épaisse, huileuse et au goût de mort chimique. J'ai crié. Il n'y avait pas de temps pour penser à des protocoles de sécurité ni à des plans d'évacuation.
C'était un pur instinct animal. Le cerveau reptilien prenait le contrôle. À feu, ai-je crié, même si je ne savais pas à qui je criais. J'ai couru dans la chambre de Dante, je l'ai tiré du lit d'un coup. Il dormait tellement profondément qu'il n'a même pas pleuré au début, il a juste gémi, confus, un son douloureux qui s'est planté dans ma poitrine. J'ai couru dans la chambre d'Etana en criant son nom. Elle était déjà réveillée, assise sur son lit, les yeux grands ouverts, paralysée par le bruit et l'odeur. À feu, mon amour, on doit sortir maintenant. Couvre ta bouche avec ton pyjama. Je lui ai pris la main. J'ai porté Dante sur ma hanche. Il a commencé à pleurer, un pleur effrayé. Je n'ai pas pris de chaussures pour moi. Je n'ai pas pris mon sac où était mon portefeuille, mes papiers et les clés de la voiture. Je n'ai pas pris l'ordinateur portable avec tout mon travail. J'ai seulement pris mes enfants. En une fraction de seconde, mon cerveau a priorisé. J'ai pris mon téléphone sur la table de nuit et je l'ai mis dans la poche de mon pantalon de pyjama. C'était la seule bonne décision matérielle que j'ai prise. Le couloir était un enfer flou. La chaleur était étouffante et la fumée tourbillonnait au plafond en forme grotesque. J'entendais les cris de mes voisins. Quelqu'un frappait aux portes frénétiquement plus bas. Sortez, sortez maintenant. Les lumières de secours clignotaient avec une lueur rouge maladive qui faisait ressembler tout ça à une scène de film d'horreur. Nous avons descendu les escaliers en trébuchant, toussant, les yeux pleurant à cause de la fumée. Etana a trébuché au 2e étage et nous avons failli tomber toutes les 3. La panique était si épaisse que je pouvais la goûter. Quand enfin nous sommes sortis dans la rue, l'air froid et humide du petit matin nous a frappés comme un fouet. C'est seulement alors que j'ai réalisé que j'étais pieds nus sur le trottoir mouillé et sale. Nous nous sommes regroupés avec d'autres habitants, une collection d'âmes perdues en pyjama, certains enveloppés dans des serviettes, d'autres tenant des animaux de compagnie tremblants. Et nous avons vu les flammes oranges et bleues jaillir des fenêtres de notre immeuble. La fenêtre de mon salon, où j'avais travaillé quelques minutes avant, a explosé dans une pluie de verre incandescent. Dante a enfin compris ce qui se passait et s'est mis à pleurer de façon déchirante. Où est Chispita? Maman, Chispita est restée dedans. Je n'ai pas pu lui répondre. Le chat, notre gros chat paresseux, se cachait toujours sous mon lit quand il avait peur. Il n'y avait pas eu le temps. J'ai avalé le nœud dans ma gorge et j'ai serré mes enfants plus fort. Etana, toujours la plus forte, tremblait violemment, le visage taché de suie, fixant les flammes. C'est alors, en tenant mes enfants tremblants, que j'ai sorti mon téléphone. La batterie était à 8%. Mon premier réflexe, conditionné par des décennies d'habitudes familiales, fut de contacter mon filet de sécurité, Estla, Roxana. J'ai appelé ma mère d'abord, directement sur messagerie vocale. Là elle doit dormir profondément, ai-je pensé naïvement. J'ai appelé Roxana. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis ça s'est coupé. Elle avait rejeté l'appel. Mon cœur s'est serré. Peut-être un accident. J'ai ouvert le chat familial. Les reines, comme Estla l'avait nommé ironiquement. J'ai écrit avec des doigts tremblants. La fumée rendait l'écran difficile à voir. Il y a eu un terrible incendie dans mon immeuble. Nous sommes en sécurité, mais nous avons tout perdu. Etana, Dante et moi allons bien, mais nous avons besoin d'aide. Nous n'avons nulle part où aller. S'il vous plaît, répondez. J'ai envoyé le message et j'ai attendu. J'ai vu les 2 coches bleues apparaître presque immédiatement sous mon message. Elle l'avait lu. Estla l'avait lu. Roxana l'avait lu. J'ai attendu une réponse. Hein, tu vas bien? Hein, où es-tu? On vient vous chercher. Un simple emoji de cœur brisé. Rien. Un silence absolu et assourdissant. Le silence de ma famille était plus terrifiant que le rugissement du feu. J'ai regardé les flammes dévorer mon passé et j'ai su, avec une certitude glaciale, que j'étais seul. L'aide est arrivée, mais pas d'où je l'attendais. Cécilia, mon amie d'université, que je ne voyais pas aussi souvent que je devrais, mais avec qui je gardais des confidences de temps en temps, est apparue avant tout le monde. Elle vivait de l'autre côté de la ville, à Narvart, et avait dû voir les nouvelles du matin ou un groupe d'alerte de quartier. Elle est arrivée dans une vieille voiture brinque-ballante vers 4 heures du matin avec un thermos de café chaud, un paquet de biscuits Maria et 3 vieilles couvertures propres. Quand elle m'a vu sur le trottoir pieds nus, avec les enfants recroquevillés sous une veste prêtée par un ambulancier, elle n'a pas posé de questions stupides comme « ça va ?»
Ses yeux se sont remplis de larmes une seconde, mais elle s'est vite ressaisie. Elle a simplement ouvert la porte arrière de la voiture et dit d'une voix ferme, « Montez. Allons-y. Ma maison est petite, mais on tiendra tous. Les enfants peuvent dormir dans mon lit. Je me débrouillerai sur le canapé avec toi. » J'ai pleuré pour la première fois cette nuit-là, pas à cause du feu, mais à cause de sa gentillesse sans réserve. C'était une bouée de sauvetage dans un océan glacé. Nous sommes arrivés dans son appartement de 2 chambres, dans un vieil immeuble. Ça sentait l'assouplissant. Cécilia a préparé un nid de couverture sur le canapé-lit de son salon pour Etana et Dante. Elle leur a donné du lait chaud et les a bordés. Elle m'a donné un vieux pantalon de son mari et un t-shirt propre. Je me suis assise dans la cuisine pendant qu'elle préparait du thé à la camomille pour moi et je regardais mon téléphone. Toujours rien d'Estla ni de Roxana, pas un appel manqué, pas un message. La première nuit fut un mélange de choc et d'épuisement. Les enfants ont dormi par moments, se réveillant en sursaut chaque fois qu'ils entendaient une sirène au loin. Dante murmurait le nom de Chispita en rêve. Moi, je n'ai pas dormi du tout. Je suis restée assise sur un petit tabouret en bois dans la cuisine, fixant le mur, essayant de comprendre l'ampleur de la perte. Chaque possession matérielle, chaque photo imprimée de David, chaque dessin qu'Etana avait fait à la maternelle, tout était parti, et ma famille ne répondait pas. Le lendemain, la dure réalité m'a frappé encore plus fort. J'avais besoin de vêtements pour les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. J'avais besoin d'appeler l'assurance. J'avais besoin de comprendre la suite. Je continuais à vérifier le chat, les rennes. Le message était toujours là, vu par Estla, Roxana et ma petite sœur Marcella. L'absence de réponse était tellement volontaire que ça faisait physiquement mal, comme un coup dans le plexus solaire. C'est au soir du 2e jour que j'ai découvert la vérité. J'utilisais la tablette de Cécilia pour chercher des infos sur les refuges temporaires et l'aide gouvernementale, quand par réflexe j'ai ouvert les réseaux sociaux. Et là, c'était sous mes yeux. Le profil de Roxana était public, une galerie soigneusement arrangée de sa supposée vie parfaite. La publication la plus récente datait de moins de 24 heures. Une série de photos et vidéos éclatantes avec des couleurs saturées et des sourires forcés. Roxana dans une robe dorée à paillettes moulantes, posant dans une salle de fête luxueuse avec des lustres en cristal. Estla souriante jusqu'aux oreilles, tenant une coupe de champagne mouette et chandon, maquillage parfait. Marcella applaudissant en arrière-plan alors qu'un énorme gâteau à plusieurs étages était apporté au centre de la piste. Il y avait des photos d'oncles, de cousins, toute la famille élargie. C'était la fête des 45 ans de Roxana, un événement sur le thème du Grand Gatsby que je me rappelais avec amertume. Estla m'avait pressé de l'aider à financer ça 2 semaines plus tôt. Je m'étais poliment refusé. Je l'avais expliqué à Estla, j'économisais pour l'apport d'une voiture neuve, car la mienne tombait en panne et les frais de scolarité des enfants avaient augmenté. Estla m'avait raccroché au nez, furieuse, disant que j'étais une ingrate et que j'étais devenue avide depuis la mort de David. L'argent t'a changé, Jimena. Tu as oublié la famille, m'avait-elle lancé. Maintenant, je comprenais le silence. J'ai vérifié les horaires des stories Instagram. Elles avaient été postées entre 1h et 3h du matin, exactement au moment où j'étais dans la rue en train de voir ma maison brûler. Elles avaient vu mon message d'appel à l'aide alors qu'elles étaient en plein milieu de leur célébration. La décision de m'ignorer n'était pas de la négligence ni parce qu'elles dormaient, c'était une punition active pour mon refus précédent de financer leur luxe. Ma tragédie réelle n'était qu'un dérangement gênant pour leur récit de « famille parfaite ». La légende de Roxana disait, en train de célébrer la vie entourée de ceux qui comptent. La famille est notre roche. Merci à tous d'être venus. #béni. #famille d'abord. #Gatsby party. J'ai eu l'impression que l'air me manquait. Plus que le feu, plus que la perte matérielle, cette hypocrisie m'a détruite. Elles ne m'avaient pas seulement abandonné, elles avaient dansé sur les cendres de ma vie. Elles étaient tellement absorbées par leur bulle d'apparence que mon urgence vitale ne méritait même pas une pause dans leur fête. J'ai fermé la tablette. La gentillesse de Cécilia tranchait douloureusement avec la cruauté de mon propre sang. Je savais qu'Estla et Roxana finiraient par m'appeler pas pour aider, mais pour contrôler le récit, pour s'assurer que mon désastre n'éclabousserait pas leur image impeccable. La douleur était en train de se solidifier en quelque chose de beaucoup plus dur et froid. C'était la naissance d'une résolution forgée dans le feu de la trahison. Les 2 semaines suivantes furent un exercice d'humiliation quotidienne et de bureaucratie kafkaïenne. Vivre à crédit,
c'est épuisant, peu importe à quel point l'hôte est généreux. Même si Cécilia faisait tout pour que nous nous sentions bienvenus, la sensation d'être un fardeau était constante et oppressante. Son appartement était petit pour une personne et maintenant nous étions 4 à envahir son espace vital. J'entendais Etana chuchoter à Dante la nuit, le grondant à voix basse, « Ne demande pas plus de biscuits, Dante. Nous ne sommes pas chez nous. Il faut bien se tenir pour que Tata ceci ne se fâche pas. » Mon cœur se brisait 1000 fois par jour. Voir mes enfants marcher sur la pointe des pieds, réprimant leur nature d'enfant par peur de déranger, était une lente torture. J'ai passé des heures au téléphone avec la compagnie d'assurance. Le processus était un labyrinthe conçu pour te faire abandonner. On me demandait des preuves de propriété d'objets qui n'existaient plus. Avez-vous les reçus d'achat de vos électroménagers, Madame Morale? Qui garde le reçu d'un blender acheté il y a 5 ans? On me demandait des documents qui étaient dans un coffre fondu au sol de ce qui avait été ma chambre. J'ai rempli des demandes d'aide d'urgence dans des bureaux gouvernementaux, me sentant comme un échec total en attendant dans des files interminables à côté de gens qui semblaient tout aussi perdus et brisés que moi. L'aide arrivera, me disait-on, mais le processus prend de 4 à 6 semaines. 6 semaines. Pour eux, c'était un délai, pour moi, une éternité. Pendant ce temps de limbo, mon esprit tournait à plein régime, repassant en boucle mon historique financier avec ma famille. J'étais le roc, mais pas au sens de soutien émotionnel, j'étais le roc financier. Depuis que j'avais obtenu mon premier emploi stable comme comptable, je suis devenu le filet de sécurité de tout le monde. Je me suis rappelé les $000 que j'avais donnés à Roxana il y a 3 ans pour payer les dettes de jeu de son mari. Un secret que nous avions gardé pour préserver l'image de leur mariage parfait. Lui n'a même pas su que c'était moi qui avais sauvé son crédit. Je me suis rappelé les paiements mensuels constants à Estla pour ses traitements médicaux, spéciaux. Au début, ils étaient légitimes pour sa haute pression artérielle, mais avec le temps, les factures sont devenues vagues et les montants ont augmenté. Je soupçonnais fortement que ces traitements incluaient du botox, des filaires et des escapades de week-end dans des spas de luxe, mais je n'ai jamais osé la questionner. J'ai payé la caution d'un cousin éloigné une fois parce qu'Estla insistait, la famille se soutient inconditionnellement. J'ai payé l'intégralité des frais de l'université privée de Marcella parce qu'Estla avait décrété qu'elle méritait le meilleur et ne pouvait pas aller dans une université publique comme moi. Ma générosité avait été redéfinie par eux comme une obligation. Mon succès ne m'appartenait pas, c'était une ressource commune qu'ils administraient. Mon refus de payer la fête de Roxana avait été la première fois depuis des années que je posais une limite ferme, et l'incendie leur donna l'occasion parfaite de me punir pour ça. La tension chez Cécilia commença à grandir. Pas d'un coup, mais par petits incréments. D'abord, des commentaires passifs-agressifs sur la note du supermarché. Puis des soupirs audibles quand les enfants faisaient du bruit en jouant. J'ai commencé à remarquer que Cécilia devenait réservée, elle s'enfermait dans sa chambre pour téléphoner, baissant la voix quand j'entrais dans le salon. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress de nous avoir chez elle, mais mon instinct de comptable, entraîné à détecter les schémas et les incohérences, me disait qu'il se passait autre chose. Un jour, pendant que je préparais le dîner, je l'ai entendu parler à voix basse sur le balcon. Je n'ai saisi que des morceaux, je ne sais pas combien de temps encore, Roxana. Oui, je comprends que tu es inquiète. Jimena a toujours été un peu intense. Mon estomac s'est tordu. Cécilia parlait avec Roxana dans mon dos. Roxana, qui ne m'avait pas adressé la parole, était en contact avec mon hébergeuse. Quelques jours plus tard, Cécilia est venue me voir avec une fausse expression de souci. Elle dit, « Jimena, tu as des nouvelles de l'assurance ? » Pourquoi ? Eh bien, l'administrateur de l'immeuble me demande pour les dépenses supplémentaires d'eau et d'électricité, et honnêtement je suis un peu serré ce mois-ci. L'implication était claire. Mon accueil s'épuisait, mais la question spécifique sur l'assurance m'a alerté. C'était la même question qu'Estla me poserait. J'ai commencé à soupçonner que Cécilia n'était pas seulement une amie stressée, mais peut-être une informatrice. C'est alors que tante Eulalia a appelé depuis Publa. Son ton n'était pas de la compassion, mais du reproche. « Jimena, ma fille, comment ça que tu es fâchée avec ta mère ? Estla m'a dit que tu es très rebelle et que tu ne veux pas accepter son aide. Elle dit qu'elle t'a proposé de venir chez elle et que tu as refusé. » Je suis resté bouche bée. Estla non seulement m'avait ignoré, mais en plus elle réécrivait l'histoire, me peignant comme l'ingrate qui refusait sa générosité fictive. Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je détestais.
Pendant que Cecilia dormait, j'ai fouillé son téléphone. Je me suis senti terriblement coupable d'envahir sa vie privée, mais j'avais besoin de savoir si je devenais folle. J'ai trouvé les messages entre elle et Roxana. Roxana disait à Cecilia de se méfier de moi, que j'étais instable après l'incendie. Mais le pire fut un message d'Estla à Cecilia. Merci de nous tenir informés de son état, ma fille. Dès que mon gendre bouclera sa nouvelle affaire, on verra comment te dédommager pour les désagréments. Ce n'était pas seulement de la loyauté sociale. Elle la payait ou lui promettait un paiement pour m'espionner. Mon ami, la seule personne qui m'avait aidé, jouait aussi pour l'autre camp. Le lendemain, j'ai emballé les quelques sacs de vêtements donnés que nous avions. J'ai dit à Cecilia que j'avais trouvé un endroit temporaire. Elle a eu l'air soulagée. Je ne l'ai pas confrontée. J'étais trop fatigué pour une bataille de plus. J'ai trouvé un motel de passage à Tlalpan qui acceptait les paiements hebdomadaires. Il était lugubre, bruyant et sentait l'humidité, mais c'était à nous. C'est là, dans cette chambre de motel au papier peint décollé, que j'ai reçu l'appel d'Estla pour fixer la rencontre au café de Polanco. Elles allaient me demander de l'argent, je le savais. Et moi, pour la première fois, j'étais prête à dire non. Alors nous voilà de retour au café de Polanco, l'air épais de l'arôme du café cher et d'une tension palpable. L'exigence de Roxana de 20,000 flottait entre nous, aussi absurde et surréaliste que, pendant un moment, j'ai cru halluciner à cause de la fatigue. Je l'ai vu secouer ses cheveux, attendant ma réponse positive comme si c'était déjà décidé. Estla me regardait avec cette dureté d'acier que je connaissais trop bien. Le regard qu'elle utilisait pour briser les volontés, le regard qui disait « Je suis ta mère, tu me dois tout ». Je me suis souvenu de la chambre du motel. Je me suis souvenu du visage d'Etana me demandant si on pouvait s'offrir des céréales au chocolat au lieu d'avoine simple. Je me suis souvenu de la trahison de Cecilia, orchestrée par ces deux femmes assises en face de moi. Je me suis souvenu du silence la nuit de l'incendie. La somme de toutes ces petites et grandes blessures a effacé toute loyauté familiale qui pouvait rester en moi. Le puits de ma soumission s'était enfin asséché. Non, ai-je dit. Le mot est sorti calme, presque comme un murmure, mais il a résonné sur la table en marbre comme un coup de feu dans une bibliothèque. Roxana a cligné des yeux, son sourire préparé à vaciller. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elle croyait avoir mal entendu. J'ai levé les yeux et regardé directement Estla, ignorant Roxana complètement. Je savais qu'Estla était la marionnettiste. J'ai dit non. Je ne vais pas donner 20 000 à Roxana. Je ne vais pas vous donner un centime, ni maintenant ni jamais. Le changement d'atmosphère fut instantané. La façade d'Estla s'est fissurée. Le masque de matriarche sereine est tombé, révélant la fureur avide qui était dessous. Roxana a laissé tomber son téléphone sur la table avec un bruit sec. Jimena, ce n'est pas le moment pour tes caprices d'enfant, siffla Estla en se penchant au-dessus de la table. Sa voix descendit en un grondement menaçant, une tactique qu'elle utilisait toujours pour intimider. Tu t'entends parler ? Ta sœur a besoin de toi. La famille se soutient. La famille se soutient, ai-je répété, goûtant ces mots dans ma bouche. Ils avaient le goût de cendre. L'intéressante définition. Moi, j'avais besoin de vous il y a 3 semaines. J'avais besoin d'un endroit sûr pour que mes enfants dorment. J'avais besoin de savoir qu'ils étaient à l'abri du froid. Où étiez-vous, Estla ? Ah oui, en train de faire la fête. J'ai vu les photos sur Instagram. Roxana, une magnifique robe dorée. D'ailleurs, elle a dû coûter une fortune. Le visage de Roxana est passé du rouge de la colère au blanc pâle d'être démasqué. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'en est sorti. Comment oses-tu nous reprocher ça ? Intervint Estla, reprenant l'initiative et haussant le ton. Plusieurs têtes dans le café se sont tournées vers nous. Estla aimait avoir une audience, ça lui donnait de la force. L'insolente, ingrate, tu as toujours été envieuse, jalouse que ta sœur ait une vie que tu n'auras jamais, jalouse qu'elle sache profiter de la vie alors que toi tu ne sais que travailler comme un âne. Mais tu as raison, dis-je calmement. Moi je sais travailler. J'ai travaillé pour payer l'université de Marcella. J'ai travaillé pour payer les dettes de jeu du mari de Roxana. J'ai travaillé pour payer tes traitements mensuels. J'ai été votre filet de sécurité pendant que vous me traitiez comme votre distributeur automatique personnel. C'est fini. Le compte est fermé. Roxana retrouva enfin sa voix,
aiguë et pleine de venin. Tu es en train de faire une terrible erreur, Jimena. Papa se retournerait dans sa tombe s'il voyait ce que tu es devenu. Tu es une amère. C'est probablement pour ça que David t'a laissé. Elle s'arrêta, mais le coup était déjà porté. Utiliser mon mari défunt. Nouveau niveau de bassesse. J'ai senti la douleur me piquer, mais l'armure de ma rage l'a déviée. N'ose pas mentionner David. Et si on parle de papa, je crois qu'il se retournerait dans sa tombe s'il voyait comment vous avez essayé de m'arnaquer et de me manipuler toutes ces années. Papa savait exactement qui vous étiez. Estla s'est figée une fraction de seconde. La mention que papa savait avait touché un nerf. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient, mais ma voix était ferme. J'ai sorti un billet de 100 pesos de la poche de mon jean donné et je l'ai posé sur la table pour payer mon eau minérale. C'était pratiquement tout l'argent liquide que j'avais. Ne m'appelez plus jamais pour demander de l'argent. Ne me cherchez plus pour vos problèmes. Considérez ceci comme ma démission officielle de mon rôle de sauveuse familiale. Estla était livide. Son visage était déformé par une rage narcissique qu'elle montrait rarement en public. « Tu vas le regretter », cria-t-elle alors que je m'éloignais. Les gens nous regardaient ouvertement. « Maintenant tu n'es rien sans nous. Tu reviendras en suppliant à genoux. On fera en sorte que tu regrettes. » Je suis sorti du café avec le cœur battant dans mes oreilles, mais avec la colonne vertébrale plus droite que jamais. L'air de Polanco ne m'avait jamais semblé aussi respirable. Je savais que la guerre venait de commencer, mais pour la première fois j'étais prête à me battre. Elles avaient sous-estimé la femme qu'elles venaient de pousser à bout. La riposte ne tarda pas à arriver. Estla et Roxana, blessées dans leur orgueil et frustrées dans leur tentative d'extorsion financière, n'étaient pas subtiles quand elles se sentaient méprisées. Leur stratégie était une guerre totale d'information, conçue pour m'isoler socialement et détruire ma crédibilité avant que je ne puisse me stabiliser. Elles voulaient s'assurer que si je tombais, je tombe seul. Ça a commencé avec des appels téléphoniques venimeux à tout le cercle familial et social. Tante Lalia, de Publa, a rappelé. Cette fois, son ton n'était pas de la déception, mais de l'hostilité ouverte. Jimena, ma fille, j'ai entendu parler de la scène que tu as faite à ta pauvre mère en public. Qu'est-ce qui t'arrive? Estla est dévastée. Elle dit que tu lui as crié dessus et que tu l'as humiliée. Et c'est vrai que tu as refusé d'aider Roxana après que son mari a perdu une fortune en bourse. Je suis restée stupéfaite. Elles avaient réécrit le récit en moins de 24 heures. Dans leur version, j'étais l'agresseuse, la riche ingrate qui attaquait sa vieille mère et abandonnait sa sœur en détresse. La vitesse et l'efficacité de leur campagne de désinformation étaient impressionnantes. Roxana, de son côté, s'est concentrée sur mon état mental. Elle a appelé des cousines éloignées et des amies communes pour répandre la rumeur que le traumatisme de l'incendie m'avait déséquilibré. Elle a utilisé des mots comme paranoïa, agressivité et délire de persécution. C'était une tactique brillante et cruelle. Si j'essayais de me défendre et de dire la vérité sur la fête et l'extorsion, je sonnerais exactement comme la personne paranoïaque qu'elle décrivait. Elle m'enfermait dans un piège psychologique. Très vite, j'ai commencé à en sentir les effets. Une cousine avec qui j'avais une bonne relation a annulé un café que nous avions prévu, prétextant une maladie soudaine. Une autre tante m'a envoyé un message avec un lien vers une retraite spirituelle de guérison, disant « J'espère que tu trouveras la paix bientôt, ma nièce ». L'isolement était réel et se sentait comme des murs qui se refermaient autour de moi. Pendant ce temps, la trahison de Cecilia continuait de me ronger. J'avais besoin de preuves irréfutables. Le soupçon me consumait. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, quelque chose que je sentais sale mais nécessaire pour ma survie. J'ai acheté un petit appareil d'enregistrement audio dans un magasin d'électronique de la rue República del Salvador. La fois suivante où je suis sorti du motel pour un rendez-vous avec l'assureur, j'ai laissé l'appareil allumé sous une pile de vêtements dans la chambre. J'avais dit à Cecilia que je passerais l'après-midi pour récupérer un courrier arrivé à son adresse. C'était un piège. Quand je suis revenu ce soir-là et que j'ai écouté l'enregistrement, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait une deuxième fois sous mes pieds. L'enregistrement a capturé une longue conversation téléphonique entre Cecilia et Estla. Et alors, comment tu l'as trouvé? Toujours avec cette attitude de victime, Cecilia? Oui, Doña Estla, totalement. Elle est très sur la défensive. Elle dit que personne ne l'aide, mais elle passe son temps à se plaindre. Franchement,
elle a l'air très instable. Je ne sais pas si c'est bien que les enfants soient seuls avec elle dans cet endroit. Est-ce là, exactement, Cecilia, c'est ce qui m'inquiète. Je parle avec des avocats pour voir ce qu'on peut faire pour ces enfants. J'aurai besoin de témoins qui confirment son état. Ton opinion comme amie proche sera cruciale. Cecilia, bien sûr. Doña Estela, comptez sur moi pour tout ce dont vous avez besoin. Vous avez toujours été si bon avec moi. Estela, je sais, ma fille. Et ne t'inquiète pas pour ton mari. J'ai parlé avec mon gendre. Il dit que le poste de directeur des achats dans sa société de construction est presque assuré pour lui. On a juste besoin que tout le monde rame dans la même direction. La trahison avait un prix, une promotion pour le mari de Cecilia. Mon ami vendait ma santé mentale et, potentiellement, la garde de mes enfants en échange de sécurité financière. La nausée m'a envahi. Cette même nuit, j'ai reçu un message de ma sœur cadette, Marcella. Contrairement aux autres, Marcella me contactait rarement en premier. Le message était court et plein de fautes de frappe, comme écrit dans la précipitation et la peur. Jimena, fais très attention. Maman est très en colère. Elle parle avec des avocats. Roxana dit, Cut va te détruire. Fais gaffe. J'ai appelé Marcella immédiatement. Elle a répondu en chuchotant. Que se passe-t-il, Marcella? Je ne peux pas parler, Jimena. Roxana est là. Fais juste attention. Elles disent des horreurs sur toi. Elles disent que c'est toi qui as provoqué l'incendie par négligence pour toucher l'assurance. C'est un mensonge monstrueux, me suis-je écrié. Je sais, mais les gens les croient. S'il te plaît, ne dis pas que je t'ai appelé. On me retirerait leur soutien. Adieu. Elle a raccroché. Je me suis assise sur le lit du motel, le bruit du trafic de Tlalpan entrant par la fenêtre mal fermée. Je me sentais complètement acculé. Elles avaient empoisonné le puits de la famille élargie et corrompu ma seule amie. J'étais seul. Le désespoir menaçait de m'engloutir. Il était facile de comprendre pourquoi tant de gens abandonnaient. Leur cruauté était systématique. Mais alors j'ai regardé Etana et Dan dormir ensemble dans l'autre lit, inconscients de la méchanceté des adultes qui nous entouraient. Le désespoir s'est transformé en une colère froide et calculatrice. Si elle voulait jouer salement, si elle voulait utiliser ma vulnérabilité contre moi, alors moi j'utiliserais la vérité contre elle. Je n'avais plus rien à perdre, sauf mes enfants. Et pour eux, j'étais prête à brûler tous les ponts restants jusqu'aux fondations. Le tournant, le moment où la guerre froide devint une menace existentielle, arriva un mardi pluvieux. J'essayais de sécher les uniformes scolaires des enfants avec le sèche-cheveux du motel, un appareil bruyant et peu efficace. L'odeur de plastique chaud se mélangeait à l'humidité de la chambre. C'était un exercice futile qui résumait parfaitement ma vie à ce moment-là, un effort constant pour maintenir une façade de normalité au milieu du chaos total. L'argent fondait rapidement et la bureaucratie de l'assurance restait bloquée dans les expertises et vérifications. Puis un email est arrivé. Pas d'un expéditeur personnel, mais d'un cabinet d'avocats, González y Asociado. L'objet disait « Notification urgente, demande d'audience pour évaluation du bien-être des mineurs, dossier moral ». Mon cœur fit un bond si violent que j'eus un vertige immédiat. J'ai laissé tomber le sèche-cheveux sur le lit. J'ai ouvert le mail avec des mains tremblantes. C'était un document PDF joint, scanné. Une lettre formelle, rédigée dans un langage juridique froid et impersonnel, conçue pour intimider. Elle exigeait ma présence à une réunion de médiation dans les bureaux du DIF pour discuter d'un accord de garde temporaire de mes enfants Etana et Dante. Elle citait des préoccupations graves concernant leur bien-être, déposées officiellement par leur grand-mère maternelle, Madame Estela Rodriguez. La lettre alléguait que je montrais une instabilité émotionnelle significative post-traumatique et que ma situation actuelle dans un motel de passage était inadéquate, insalubre et nuisible au développement psychologique et moral des enfants. J'ai lu ces phrases plusieurs fois. Chaque mot était une gifle. L'instabilité émotionnelle significative, insalubre, nuisible, garde temporaire. La lettre continuait en disant que Madame Estela Rodriguez, dans son infinie générosité et sa profonde préoccupation pour ses petits-enfants, était prête à assumer la tutelle temporaire complète afin de garantir la stabilité et un environnement familial aimant pour eux pendant la crise de leur mère. Ce n'était plus une simple menace murmurée au téléphone. C'était un mouvement légal, calculé et documenté. Estela avait tenu parole.
Elle utilisait ma pauvreté temporaire causée directement par son abandon comme arme pour m'enlever mes enfants. L'ironie était si acide qu'elle m'en brûlait la gorge. Elle soutenait que j'étais une mère négligente parce que j'étais pauvre, après m'être refusé à leur donner l'argent qui m'aurait rendu encore plus pauvre. J'ai imaginé le scénario. Moi, dans un bureau gouvernemental, essayant d'expliquer à un travailleur social que ma famille m'avait abandonné. Elle, Estla et Roxana, arrivant dans des vêtements chers, parlant avec calme et éloquence de leur grande inquiétude pour ma santé mentale, présentant Cecilia comme témoin de mon comportement erratique. Je savais qui paraîtrait la plus crédible aux yeux du système. Un instant, la panique m'a complètement paralysé. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Les murs du motel semblaient se refermer sur moi. L'idée de perdre Etana et Dante, de les voir élevés par Estla, de les voir apprendre à me mépriser, était un effroi plus profond que la peur du feu, plus profond que la peur de la pauvreté. C'était une peur primale. J'ai envisagé de céder. D'appeler Estla, de la supplier, de lui offrir l'argent que je n'avais pas, de signer n'importe quoi pour stopper ça. La manipulation fonctionnait. Je me sentais petite, incompétente et impuissante, exactement comme elle voulait que je me sente. Mais alors, en fixant le papier peint jauni et brûlé par des cigarettes, l'image du visage satisfait de Roxana au café m'est revenue. Sa façon de me traiter de dramatique. La façon dont Estla m'avait exigé de l'argent pour ses luxes alors que je n'avais rien. La colère a remplacé la peur. Non. Je n'allais pas les laisser gagner. Je n'allais pas les laisser détruire mes enfants par pur mépris. Si elles avaient franchi cette ligne, la ligne rouge ultime, alors moi aussi je franchirais la mienne. Il ne s'agissait plus d'orgueil blessé ni d'argent perdu. Il s'agissait d'une guerre de survie. J'ai éteint mon téléphone pour éviter la tentation de les appeler et de supplier. J'ai respiré profondément, forçant l'oxygène à entrer dans mes poumons contractés. La Jimena complaisante, la fille obéissante, la sœur sacrifiée, est morte dans cette chambre de motel. À sa place est née une femme que je ne connaissais pas, prête à tout pour protéger ses enfants. J'ai pris une décision. Je ne répondrai pas directement à la lettre. Je ne montrerai pas ma panique. À la place, j'allais passer l'appel que j'évitais depuis des années. J'avais besoin d'artillerie lourde. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait Estla aussi bien que moi, mais qui avait le pouvoir de la blesser. J'avais besoin de la licencier au campo, et j'avais besoin de déterrer les secrets que j'avais juré de protéger au nom d'une famille qui n'existait plus. J'ai trouvé la licencier au campo grâce à une recommandation d'une association pour mères célibataires appelée Fortaleza Femenina. Son bureau n'était pas dans une tour de verre à Reforma, mais dans un bâtiment modeste mais digne, dans la Colonia Doctor. Un lieu où on résolvait de vrais problèmes, pas où l'on polissait les apparences. Sa réputation la précédait. Elle était connue pour ne pas avoir de pitié envers les abuseurs financiers familiaux et pour avoir un taux de succès formidable dans les affaires de garde compliquées. Je suis entré dans son bureau en me sentant petite et désespérée, avec la lettre de l'avocat d'Estla imprimée dans ma main tremblante. Je lui ai présenté mon cas. J'ai parlé presque une heure sans m'arrêter, déversant l'histoire de l'incendie, de la fête, de l'extorsion au café, de la campagne de diffamation et finalement de la menace de garde. Je lui ai montré les messages, les captures d'écran d'Instagram et le rapport de ma sœur Marcella sur la trahison de Cecilia. La licenciée au campo, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux argentés attachés en chignon sévère et aux yeux perçants qui semblaient voir à travers moi, m'a écouté sans m'interrompre. Elle n'a pas pris beaucoup de notes, mais son attention était totale. Quand j'ai terminé, elle s'est adossée à sa chaise et m'a regardé fixement. Là, elles utilisent le manuel standard de l'abuseur narcissique, Sonora Moral, dit-elle enfin d'une voix calme, glaciale, mais étrangement rassurante. Là, elle crée la crise en vous abandonnant. Puis elle vous accuse des conséquences de cette crise. La menace de garde sert à vous briser psychologiquement et à vous forcer à céder le contrôle financier que vous venez de reprendre. C'est un coup de pouvoir, pas une vraie inquiétude pour les enfants. Mais elles peuvent gagner, elle chuchotait. Je suis pauvre maintenant. Je vis dans un motel. Elles ont de l'argent et des avocats chers. L'argent aide, mais la vérité est plus puissante si on l'utilise correctement, répliqua Ocampo. La meilleure défense dans ces cas-là n'est pas de se défendre contre leurs mensonges un par un, c'est une attaque préventive dévastatrice. Nous devons trouver quelque chose qu'Estla et Roxana craignent plus que de perdre cette bataille. Nous avons besoin de levier. Que as-tu contre elle, Jimena? Quelque chose qu'elle ne voudrait pas voir révélé en public, quoi qu'il arrive.
Ce fut le moment de vérité. Pendant des années, j'avais gardé les secrets de ma famille par loyauté mal placée, par honte, par l'espoir naïf qu'un jour elle changerait. Il y a quelque chose, dis-je, la voix à peine un murmure. Mon père avait un petit atelier de mécanique. C'était sa fierté. Quand il est mort il y a 3 ans, Estla s'est occupée de la vente des actifs. Je faisais face à mon propre deuil pour David, mais j'étais aussi la comptable de la famille. J'ai découvert de graves incohérences. J'ai raconté à Ocampo l'histoire de l'argent, comment Estla, avec l'aide active de Roxana, avait sous-évalué systématiquement les actifs de l'atelier dans les documents officiels de dissolution de l'entreprise. Elle l'avait fait pour éviter de payer des impôts importants et pour contourner des dettes envers des fournisseurs que mon père respectait. Mais en privé, elle avait vendu des machines de valeur, sous la table, à un concurrent, empochant le cash. C'était une fraude fiscale et une fraude envers les créanciers. Je les avais confrontés à l'époque, continuai-je. Estla a pleuré. Elle a dit que c'était l'argent que papa leur devait, pour des années de sacrifice. Roxana m'a accusé de vouloir leur voler l'héritage à elle et à Marcella. J'étais affaibli par le deuil de David et, bêtement, j'ai accepté de me taire pour protéger le nom de la famille, mais j'ai gardé des copies, dis-je en levant les yeux. J'ai les emails où elles discutaient de comment cacher les revenus. J'ai les fausses factures qu'elles ont créées. Je les ai gardées sur un disque dur externe chiffré qui était dans un coffre à la banque, pas dans l'appartement qui a brûlé. Les yeux d'Ocampo se sont illuminés. Tu as des preuves documentées de fraude fiscale et de falsification? J'ai hoché la tête. C'est de la dynamite, dit-elle. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut corroborer ça? Quelqu'un avec une crédibilité irréprochable. Alors je me suis souvenu de Don Eliseo, le meilleur ami et associé officieux de mon père depuis leur jeunesse. Un homme droit et à l'ancienne qui a toujours méprisé la frivolité d'Estla et Roxana. Il avait été écarté brutalement lors de la vente de l'atelier et a toujours soupçonné quelque chose de louche. Cet après-midi-là, j'ai passé l'appel. Don Eliseo, désormais à la retraite et vivant à Cuernavaca, a répondu à la deuxième sonnerie. Quand il a entendu ma voix, il a semblé vraiment heureux. Quand il a entendu mon histoire sur l'incendie et la menace de garde, son ton a changé en une colère contenue. Je savais que cette femme était du poison, Jimena, dit-il d'une voix grave. Ton père, que Dieu ait son âme, était trop bon et trop confiant. Estla a toujours voulu plus que ce qu'elle méritait et elle ne s'est jamais souciée de qui elle écrasait pour l'obtenir. Je lui ai demandé au sujet de la vente de l'atelier. Don Eliseo n'a pas seulement confirmé mes soupçons, il a ajouté des détails que j'ignorais. Il a révélé qu'Estla avait falsifié la signature de mon père sur certains documents de prêt juste avant sa mort pour obtenir de la liquidité. Et j'ai des preuves, dit Don Eliseo. Ton père m'a donné des copies de certains documents importants quelques semaines avant de mourir. Il a dit, Eliseo, garde-moi ça. Je ne fais pas confiance à ce qu'Estla fera s'il m'arrive quelque chose. Je les ai gardés toutes ces années par respect pour lui. 2 jours plus tard, un messager m'a remis une grosse enveloppe de la part de Don Eliseo. Elle contenait non seulement les preuves que j'avais, mais aussi les siennes, des lettres signées, des relevés bancaires qu'Estla croyait détruits. Le détail le plus croustillant, celui qui ferait imploser Roxana, était que le mari de Roxana, l'homme riche dont dépendait son train de vie, avait été l'acheteur indirect d'une partie de ses machines volées via une société écran. Il ne savait pas qu'il achetait des actifs volés à sa propre belle famille. La révélation que sa femme était complice d'une fraude contre son propre père et ses créanciers le détruirait socialement et légalement, et l'exposerait lui comme receleur de biens volés. J'ai tout apporté à la licenciée Ocampo. Elle a examiné les documents avec un sourire satisfait. Ce n'est pas seulement de la dynamite, Jimena. C'est une bombe nucléaire. Maintenant, rédigeons notre réponse. Pendant que la licenciée Ocampo préparait l'offensive juridique avec la précision d'un chirurgien, Estla et Roxana, impatientes de mon absence de réponse à leurs menaces légales, ont décidé d'intensifier leur attaque d'une manière bien plus directe et terrifiante. Elles ont sous-estimé ma capacité de réaction et, plus important encore, l'intelligence de ma fille. J'étais au milieu d'un entretien d'embauche. C'était la première véritable opportunité que j'obtenais depuis des semaines, dans un cabinet de comptabilité de taille moyenne qui cherchait un responsable d'audit. Je m'efforçais de projeter une image de compétence et de stabilité que je ne ressentais pas du tout. J'étais en train d'expliquer un dossier complexe de restructuration fiscale que j'avais géré dans mon précédent emploi quand mon téléphone a vibré en silencieux dans mon sac. Je l'ai ignoré. Il a revibré, encore et encore, avec insistance.
Règle non écrite entre mères, 3 appels d'affilée, c'est une urgence. Et excusez-moi une seconde, dis-je à l'intervieweur en essayant de garder la voix ferme. J'ai besoin de répondre, c'est urgent. Je suis sorti dans le couloir, le cœur battant dans la gorge. C'était la directrice de l'école primaire où Etana et Dante étaient inscrits provisoirement. Sa voix était tendue, professionnelle, mais urgente. Madame Jimena, j'ai besoin que vous veniez à l'école immédiatement. Il y a une situation avec vos enfants. Le sol a semblé disparaître sous mes pieds. La panique m'a serré la gorge. Est-ce qu'ils vont bien? Ont-ils eu un accident? Quelqu'un est tombé? Non, ils vont physiquement bien, mais ils sont très effrayés, dit la directrice. Leur grand-mère et leur tante sont ici. Elles sont dans mon bureau en ce moment en train d'essayer de les emmener. Elles font un scandale. J'ai couru. Je ne me souviens pas avoir dit au revoir à l'intervieweur ni avoir ramassé mes affaires correctement. Je suis sorti dans la rue et j'ai sauté devant un taxi libre, criant au chauffeur d'accélérer, que je paierais le double. Pendant les 20 minutes de trajet, mon esprit a projeté les pires scénarios. J'ai imaginé Roxana emmenant mes enfants de force. J'ai imaginé Estla leur raconter des mensonges sur moi. Je suis arrivé à l'école et j'ai couru dans les couloirs jusqu'au bureau de la directrice. La porte était ouverte. J'ai trouvé Etana et Dante assis sur de petites chaises à côté du bureau de la secrétaire, pâles comme des feuilles. Etana avait les poings serrés et fixait le sol. Dante avait des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Estla et Roxana se tenaient devant la directrice, se disputant vivement. Je suis leur grand-mère. J'ai le droit de les voir. La loi est de mon côté, criait Estla. Roxana m'a vu entrer et son visage s'est crispé de haine. La voilà. Dites-lui, vous. Elle est complètement instable. Regardez-la. Elle n'arrive même pas à garder un travail. Mais elle ne devrait pas être seule avec eux. Nous sommes venus les emmener pour un contrôle médical. La directrice, une femme ferme d'environ 60 ans, appelée Mathilde, a levé la main. Madame, comme je vous l'ai dit pour la 3e fois, je ne peux pas remettre les enfants sans l'autorisation explicite et écrite de leur mère. Et Madame Jimena ne nous a rien notifié. Je me suis agenouillé devant Etana, ignorant les harpies. J'ai posé mes mains sur ses petites genoux tremblants. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? Regarde-moi. Etana a levé les yeux, ses grands yeux sérieux, et d'une voix tremblante mais ferme, elle m'a raconté. Elles sont arrivées dans la cour de récré. Tati Roxana m'a dit que tu avais eu un accident et que tu étais à l'hôpital. Elle a dit qu'on devait partir vite avec elle. Mais je me suis souvenu de ce que tu as dit, maman. Je me suis souvenu du mot secret qu'on a inventé. Nous avions inventé ce mot secret la semaine précédente, une nuit au motel après la menace légale. J'avais dit aux enfants que c'était un jeu, mais que c'était le jeu le plus important du monde. Je leur ai demandé le mot-clé. Continua Etana. Et tante Roxana m'a dit d'arrêter de dire des bêtises et de monter dans la voiture. Grand-mère Estla m'a attrapé par le bras. J'ai eu peur et j'ai crié. La maîtresse de garde est arrivée en courant. Estla a tenté une dernière attaque. C'est ridicule. C'est de la maltraitance d'enfant. Regardez dans quel état elle est. Elle est paranoïaque. Elle leur lave le cerveau contre leur propre famille. J'exige de parler avec un superviseur. Je me suis levé et j'ai regardé la directrice Mathilde. Ils ont appelé la police. Nous sommes en train de le faire, répondit-elle en levant le téléphone. Roxana a visiblement pâli en entendant le mot police. Elle a attrapé Estla par le bras avec force. Maman, partons. C'est une perte de temps. Ça n'en vaut pas la peine. Elles sont sorties furieuses du bureau en me lançant des regards qui promettaient vengeance. Estla a murmuré. Ça ne restera pas comme ça, Jimena. J'ai serré mes enfants si fort que je les ai presque étouffés. Ma fille de 10 ans avait montré plus de courage et d'intelligence que la plupart des adultes de ma famille. Cet après-midi-là, la licenciée Ocampo a ajouté le rapport scolaire détaillé signé par la directrice Mathilde au dossier. La tentative d'enlèvement basée sur des mensonges sur ma santé mentale et un accident inventé était la preuve finale dont nous avions besoin pour montrer un schéma de harcèlement et de danger imminent. L'ordonnance restrictive d'urgence a été émise ce même après-midi. Nous ne nous défendions plus seulement, nous avions désormais le contrôle total de la situation légale. La patience a une limite et la mienne était épuisée depuis longtemps.
Avec l'ordonnance restrictive en main, signée et scellée par un juge, et le paquet de documents explosifs de Don Eliseo authentifié par un notaire, la licenciée Ocampo a lancé l'offensive. Nous n'avons pas fait de menaces au téléphone. Nous ne nous sommes pas rabaissés à leur niveau de cris et de scandale public. Nous avons agi avec la précision froide d'un chirurgien. Ocampo a préparé 2 paquets identiques. Ils étaient épais et lourds, ils ne contenaient pas de supplications ni de propositions de négociation, mais des faits froids et irréfutables. Chaque paquet incluait 1. Une copie certifiée de l'ordonnance restrictive d'urgence, détaillant l'interdiction de s'approcher de moi, de mes enfants et de leur école. 2. Le rapport détaillé de la directrice Mathilde sur la tentative de faire sortir les enfants de l'école en décrivant les mensonges utilisés. 3. Une sélection choisie des documents les plus incriminants sur la fraude de l'atelier, les relevés bancaires falsifiés montrant les dépôts cachés, la correspondance par email entre Estla et Roxana où elles discutaient de comment sous-évaluer les biens, et la preuve de la vente des machines au conglomérat du mari de Roxana, liant directement la fraude à leurs finances actuelles. Un paquet a été envoyé par messagerie certifiée à l'avocat d'Estla. Le deuxième paquet, le coup de maître, a été envoyé directement au bureau de l'entreprise du mari de Roxana, à son attention personnelle et confidentielle, marqué comme affaire légale urgente liée aux biens de Madame Roxana Moral. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. L'explosion a eu lieu à huis clos, mais les ondes de choc sont arrivées jusqu'à mon petit motel de Tlalpan en moins de 12 heures. Le premier à réagir fut le mari de Roxana. C'était un homme d'affaires à l'ancienne, obsédé par sa réputation et terrifié par le fisc. Découvrir que sa femme n'était pas seulement une dépensière compulsive, mais aussi complice active dans une fraude contre sa propre famille, et que lui-même avait été impliqué sans le savoir dans l'achat de biens potentiellement illégaux, c'était trop pour lui. D'après ce que j'ai appris plus tard par Marcella, qui m'a appelé en pleurant ce soir-là, il a immédiatement bloqué toutes les cartes de crédit et les comptes communs de Roxana. Il l'a confrontée ce soir-là dans leur manoir de Las Lomas. La dispute fut apocalyptique. Le pilier sur lequel Roxana avait construit toute son identité s'est effondré en quelques heures. Son mari n'était pas seulement furieux de son mensonge, mais aussi terrifié par les conséquences légales et fiscales que cela pourrait entraîner pour lui et ses entreprises. La réaction d'Estla a été plus prévisible, mais tout aussi rapide. Son avocat a appelé la licenciée Ocampo le lendemain matin, dès la première heure. Le ton n'était plus arrogant ni condescendant, mais plein de panique contenue. « Licenciada Ocampo », dit l'avocat d'une voix visiblement plus douce. « Bonjour, je parle au nom de Madame Estla Rodriguez. Nous avons révisé la documentation et pensons qu'il y a eu un grave malentendu, exagéré par le stress émotionnel des 2 parties. » Un malentendu, répondit Ocampo avec froideur. La tentative de sortir les enfants de l'école était un malentendu. La fraude documentaire était un malentendu. Il y eut un silence tendu à l'autre bout du fil. Écoutez, licenciada, ma cliente, Madame Estla, est très bouleversée par la situation et retire toute intention de discuter de la garde. Elle veut seulement le meilleur pour ses petits-enfants et a clairement réagi de manière excessive à cause du stress post-traumatique de sa fille après l'incendie. Ocampo a souri. Je le savais par le ton de sa voix quand elle me l'a raconté plus tard. Et qu'en est-il de l'ordonnance restrictive et du harcèlement documenté? Ma cliente accepte les termes de l'ordonnance restrictive de manière permanente et volontaire. Il n'y aura plus de contact. En échange, nous espérons que les affaires financières du passé, qui semblent être de mauvaises interprétations de transactions compliquées, resteront dans le passé. Nous comprenons que publier ces anciens documents ne profiterait à personne, surtout pas aux enfants, et pourrait causer un dommage irréparable à des personnes innocentes. C'était une reddition inconditionnelle déguisée en trêve mutuelle. Ils étaient terrifiés. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis un mois. Il n'y eut pas de cri de victoire, pas de confrontation finale dramatique, juste le silence satisfaisant d'un ennemi qui se retire en désordre. Ils avaient serré la corde tellement fort qu'elle s'était rompue et maintenant ils s'étaient pendus avec. La guerre était terminée et j'avais gagné sans tirer un seul coup en public, protégeant mes enfants et mon avenir. La clarté que j'ai ressentie était écrasante. Enfin j'étais libre. Gagner la bataille légale, c'était comme remonter à la surface après avoir longtemps suffoqué. La première bouffée d'air était amère et douce à la fois, mais vitale. Cependant, la véritable reconstruction ne faisait que commencer. Avec la menace d'Estla neutralisée et l'ordonnance restrictive agissant comme un bouclier invisible, j'ai enfin pu me concentrer sur le fait de sortir mes enfants de l'ambiance déprimante du motel et de trouver un endroit à appeler maison.
Le processus a été un autre rappel de la chute que j'avais subie. J'ai visité une demi-douzaine d'appartements dans des quartiers que je pouvais à peine payer. Les propriétaires me regardaient avec suspicion, une mère célibataire, récemment sans emploi et sans garant. C'était humiliant de devoir expliquer ma situation encore et encore. Finalement, après des semaines de paperasse infernale, la compagnie d'assurance a libéré un paiement initial. Ce n'était pas une fortune et cela ne couvrait même pas la moitié de ce que nous avions perdu en valeur sentimentale, mais c'était suffisant pour un nouveau départ. Avec cet argent en main, j'ai pu payer un dépôt et 6 mois de loyer d'avance, ce qui a convaincu un propriétaire hésitant. J'ai décidé de ne pas retourner dans la zone où nous vivions. Il y avait trop de souvenirs et c'était trop proche de l'influence de Roxana. J'ai trouvé un petit appartement lumineux dans la Colonia del Val-Sur. Il était plus petit que notre ancien logement, avec une cuisine vieillotte qui avait besoin d'être repeinte et des tuyaux bruyants qui résonnaient à chaque fois que le voisin d'en haut utilisait les toilettes, mais il avait 2 chambres, un petit balcon et de grandes fenêtres qui laissaient entrer le soleil du matin. C'était notre sanctuaire. La première chose que j'ai achetée, ce furent des lits pour Etana et Dante. Nous avons passé tout un après-midi dans un magasin de matelas à les essayer. Les voir rire en sautant sur les lits d'exposition, les voir choisir leur propre drap fut un moment de normalité si profond que j'ai dû me cacher dans l'allée des oreillers pour pleurer en silence. C'étaient des larmes de soulagement. Lentement, pièce par pièce, nous avons commencé à meubler de nouveau nos vies. Nous avons acheté des meubles d'occasion. Nous avons accepté des dons d'autres parents de la nouvelle école. Notre maison était un mélange éclectique de styles, mais chaque objet avait une histoire de générosité de la part d'étrangers, pas d'obligation familiale toxique. Une nuit, pendant que j'organisais mes finances digitales sur mon nouvel ordinateur portable d'occasion, j'ai fait un calcul détaillé. J'ai additionné la moyenne mensuelle que j'envoyais à Estla pour ses dépenses et l'argent que je donnais pour sauver Roxana de ses problèmes réguliers au cours des 5 dernières années. Le chiffre final m'a coupé le souffle. C'était une somme qui m'aurait permis de payer la compte d'une maison à moi. J'ai ouvert une nouvelle application bancaire. J'ai créé 2 fonds d'investissement au nom d'Etana et de Dante. J'ai programmé un virement automatique chaque mois vers ces fonds, pour le montant exact que je donnais autrefois à ma famille. Le premier paiement a été comme un acte de libération. L'argent qui servait avant à financer les apparences et les luxes des autres servait maintenant à construire un vrai futur pour mes enfants. C'était la première fois que j'investissais dans ma véritable famille. J'ai trouvé un travail. Ce n'était pas le poste de direction que j'avais cherché au début, mais un poste de comptable senior dans une petite entreprise familiale. Ça payait moins, mais ça m'offrait des horaires flexibles et la possibilité de travailler depuis la maison 2 jours par semaine. Cela m'a permis d'être présente quand Etana et Dante rentraient de l'école. Nous avons commencé à créer de nouvelles traditions. Les vendredis soirs étaient consacrés à la pizza et au film par terre dans le salon. Les dimanches, nous allions au parc des Serres pour faire du vélo. J'ai redécouvert la paix de ne plus avoir à gérer les émotions d'adultes dysfonctionnels. Mon téléphone ne sonnait plus avec des demandes cachées ou des crises inventées. L'absence de drame était palpable, presque tangible. Etana a recommencé à dessiner. Elle a rempli les murs de sa nouvelle chambre avec des dessins de chats volants et de châteaux dans les nuages. Dante a arrêté de faire si souvent des cauchemars et il a rejoint une équipe locale de football. La normalité revenait, mais c'était une normalité différente, plus forte, plus consciente. Nous n'étions plus les mêmes personnes qu'avant l'incendie. Le feu avait brûlé tout ce qui était superficiel, ne laissant que l'essentiel. Et nous nous sommes rendus compte que l'essentiel, c'était nous 3. J'ai cessé de me sentir comme une victime. J'ai commencé à me sentir comme une survivante qui avait surmonté une amputation nécessaire. Ça a fait mal, ça a été traumatisant, mais ça m'avait sauvé la vie. Presque 1 an a passé. La vie a pris un rythme prévisible et réconfortant. Les saisons ont changé et avec elles, les couches de notre nouvelle vie se sont solidifiées. J'avais reçu une petite augmentation au travail. Etana était entrée dans l'équipe de volley de l'école et Dante était obsédé par ses cours de robotique. Les cicatrices émotionnelles étaient toujours là. Bien sûr, des traumatismes de cette ampleur ne disparaissent jamais complètement, mais ils ne faisaient plus mal au toucher. C'étaient des rappels de tout le chemin que nous avions parcouru. Un samedi après-midi, j'étais au supermarché chez Draoui, poussant un chariot plein et discutant gentiment avec Dante sur pourquoi nous ne pouvions pas acheter 5 sortes différentes de céréales sucrées. J'étais concentré sur ma liste de courses quand, en tournant dans le rayon des produits de nettoyage, j'ai percuté mon chariot contre celui d'une autre personne qui venait en sens inverse.
Pardon, je ne regardais pas. J'ai levé les yeux et je me suis figé. C'était Marcella, ma petite sœur, mais je l'ai à peine reconnue. La Marcella dont je me souvenais était un peu ronde, toujours habillée à la dernière mode de Zara ou Mango, avec les cheveux teints en blond brillant et un maquillage impeccable. La femme en face de moi était amaigrie. Elle avait perdu beaucoup de poids. Sa peau avait un ton grisâtre et elle portait un survêtement générique usé. Ses cheveux étaient de leur couleur naturelle, brun terne, attachés en un chignon négligé. Elle paraissait 10 ans plus âgée. Elle m'a regardé et ses yeux se sont ouverts avec un mélange de honte et de panique. Elle a essayé de reculer avec son chariot qui ne contenait que des soupes instantanées et du pain en sachet. Marcella, ai-je dit d'une voix neutre, surprise par mon propre calme. Elle s'est arrêtée. Elle ne pouvait pas me soutenir du regard. Ses mains tremblaient légèrement sur le guidon du chariot. Les Jimena, salut. Tu as l'air très bien. Je vais bien, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Et toi, comment tu vas? C'était comme ouvrir une écluse. Les larmes ont jailli de ses yeux immédiatement et ont coulé sur ses joues pâles. Elle a commencé à parler en un murmure rapide et désespéré, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. C'est l'enfer, Jimena, un enfer total. Depuis que tout est arrivé l'année dernière. J'ai attendu sans rien dire. Le mari de Roxana l'a mise dehors. Il s'avère qu'il avait un contrat prénuptial en béton. Elle a signé sans le lire, comme toujours. Quand il a découvert la fraude de papa et qu'elle lui avait menti sur d'autres dettes, il l'a chassée de la maison avec seulement ce qu'elle portait. Le juge lui a donné la garde complète des enfants à lui, en disant qu'elle était instable financièrement. Et bien, d'autres choses aussi. Roxana s'est retrouvée sans rien, absolument rien. Marcella a essuyé ses larmes avec le dos de la main. Maintenant elle vit avec moi, avec maman et moi, dans mon petit appartement social à Iztacalco. Jimena, tu ne sais pas ce que c'est. Elle se dispute toute la journée. Roxana accuse maman de l'avoir forcée à se marier avec cet homme. Maman accuse Roxana d'être stupide et de s'être laissée piéger. Et elle m'accuse moi de ne pas en faire plus. Là elles disent que je devrais trouver un deuxième travail pour les maintenir au niveau qu'elles méritent. Roxana me vole mon maquillage. Elle revend les courses que j'achète pour s'acheter des cigarettes. C'est horrible. Je suis coincé. J'ai écouté en silence. Une partie de moi, une ancienne version de Jimena, aurait ressenti de la pitié et le besoin d'intervenir, d'offrir de l'aide à Marcella. Mais cette Jimena était morte dans l'incendie. La femme qui était là maintenant ressentait une profonde tristesse pour la faiblesse de Marcella, mais aussi une distance impossible à franchir. Son drame ne m'appartenait plus. Marcella m'a regardé désespéré, ses yeux suppliants. Tu crois qu'un jour on pourrait, je ne sais pas, redevenir une famille? Maman demande après toi. Elle dit que peut-être si tu parlais avec Roxana. Je l'ai interrompu doucement mais fermement. Marcella, je suis vraiment désolé que tu passes par ça. Vraiment, je le suis pour toi. Mais mon chemin n'est plus là. Toi, tu as choisi ton camp il y a longtemps, quand tu as décidé de rester silencieuse et de participer à leur théâtre. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. J'espère que tu trouveras la force de construire ton propre chemin, ai-je ajouté. Mais arrête d'espérer que je sauve qui que ce soit. Je ne travaille plus comme sauveteuse. J'ai payé mes courses et je suis sorti du supermarché. Je ne me suis pas retourné. La dernière connexion émotionnelle avec mon ancienne vie s'était dissoute dans le rayon des produits de nettoyage. Elles étaient des fantômes et j'avais cessé d'y croire. Elles étaient le résultat de leur propre choix. Moi, j'étais le résultat des miens. Je pensais qu'après la rencontre avec Marcella, le chapitre serait définitivement clos. Roxana était neutralisée par sa propre chute sociale et financière, et Marcella était trop consumée par son propre purgatoire pour être une menace. Mais j'avais sous-estimé la ténacité d'Estla. Les gens comme elle ne se rendent pas facilement, ils changent simplement de tactique. Quand l'agression échoue et que l'intimidation légale est contre-productive, ils utilisent l'arme la plus vieille et la plus puissante de leur arsenal, la pitié. Quelques mois après avoir vu Marcella, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Normalement je ne réponds pas aux numéros que je ne connais pas, mais j'attendais un appel du service internet pour une installation. Eh bien, il y a eu une pause de l'autre côté, suivie d'une toux faible et forcée, un son guttural qui essayait de paraître pathétique. Fille, Jimena, c'est moi, maman.
Mon corps s'est tendu instantanément. C'était un réflexe pavlovien. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis plus d'1 an. Elle sonnait fragile, tremblante, une performance digne d'un Oscar. « Qu'est-ce que tu veux, Estla ?» ai-je demandé froidement. Je ne l'appelais déjà plus maman dans ma tête. « Oh, ma fille, pour l'amour de Dieu, ne me parle pas avec cette froideur. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai blessé. J'étais aveugle à cause de la douleur et de l'inquiétude pour Roxana. Tu sais comment elle est. Elle a dit, mais j'ai besoin de toi. Je suis très malade, Jimena. Elle a marqué une pause dramatique en attendant ma question inquiète. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Le médecin dit que c'est mon cœur. Il faiblit. J'ai besoin de voir mes petits-enfants. J'ai besoin de savoir que tu me pardonnes avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas mourir seul, Jimena. Tu ne peux pas refuser ça à ta mère mourante. La manipulation était si évidente que c'en était presque insultant. L'Estla que je connaissais n'admettrait jamais une faute à moins de vouloir quelque chose d'énorme en échange. Jouer la carte de la mort était son dernier recours désespéré. Si je cédais, je retomberais dans son filet, d'abord des visites à l'hôpital, puis du soutien émotionnel, et finalement du soutien financier pour ses traitements coûteux. Quel médecin t'a diagnostiqué? Dans quel hôpital es-tu hospitalisé? L'ai-je demandé calmement, comme si j'auditais une note de frais. Oh, c'est un spécialiste privé très cher. Ne t'occupe pas des détails. Viens juste me voir. Je suis chez Marcella. S'il te plaît, ma fille, ne me laisse pas mourir seule avec cette rancœur entre nous. Je dois y aller. Au revoir, Estla. J'ai raccroché. J'ai ressenti une vague de dégoût, mais le doute, cette petite graine de culpabilité programmée pendant des décennies persistait. Et si cette fois c'était vrai? Pourrais-je vivre avec moi-même si elle mourait et que je ne répondais pas par orgueil? J'ai passé un coup de fil à Don Eliseo. Il avait encore des contacts dans le cercle social de ma mère, des gens qui fréquentaient les mêmes clubs et restaurants. Don Eliseo, excusez-moi de vous déranger. J'ai besoin d'un service rapide. J'ai besoin de savoir si Estla Rodriguez est vraiment malade du cœur ou si elle a été hospitalisée récemment. Don Eliseo a laissé échapper un rire sec. Jimena, quelle coïncidence que tu appelles. Je viens d'avoir des nouvelles d'elle la semaine dernière. Ma cousine l'a croisée au Sans-Bornes de Los Azulejos. Elle se disputait vivement avec la serveuse au sujet de la qualité du café, avec plus d'énergie qu'une jeune de 20 ans. D'après ma cousine, Estla se plaignait que son autre fille, Roxana, est une incapable et que Marcella ne gagne pas assez. Elle est aussi malade du cœur que moi je suis enceinte. C'est un piège, ma fille. Ne tombe pas dedans. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. La confirmation finale que rien ne changerait jamais. Ce soir-là, j'ai rédigé un dernier message à Estla, court et définitif. Je sais que tu mens sur ta santé. N'essaie plus de me contacter. Mes enfants et moi allons bien sans toi. Vis ta vie et laisse-nous vivre la nôtre. J'ai bloqué le numéro. Des semaines plus tard, Etana m'a demandé, sans prévenir, pendant le dîner. Tu crois que mamie Estla regrette de nous voir? Je l'ai regardé et j'ai décidé de lui dire la vérité, adaptée à son âge. Chérie, certaines personnes sont tellement habituées à faire du mal aux autres qu'elles ne savent pas aimer autrement. Elles pensent que l'amour, c'est le contrôle. Nous avons dû nous éloigner pour rester en sécurité et heureux. Pas parce qu'on ne les a pas aimés un jour, mais parce qu'on s'aime nous-mêmes encore plus. Et s'aimer soi-même, c'est notre travail le plus important. Elle a hoché la tête, satisfaite de la réponse, et elle est revenue à me raconter son projet de science. Ma vie, maintenant, est calme. Elle n'est pas parfaite, je ne suis pas riche, mais je suis libre. La paix que je ressens chaque matin en me réveillant, en sachant que ma journée n'appartient qu'à moi et à mes enfants, vaut plus que n'importe quel héritage familial ou approbation sociale. Le feu m'a enlevé tout le matériel, mais il m'a rendu mon âme. Et ça a été la meilleure affaire de ma vie. Le sang ne donne pas le droit de détruire quelqu'un, il donne la responsabilité d'aimer. Et s'ils ne peuvent pas aimer, ils ne méritent pas d'être dans ta vie.